Maman, papa, j'ai d'excellentes nouvelles. Ma stupide de femme a acheté un appartement dans le centre de Paris alors que nous sommes mariés. Je vais donc demander le divorce, et je récupérerai la moitié du bien, a annoncé le mari à ses parents, ravis de la nouvelle. Mais leur joie fut de très courte durée. En effet, je leur ai montré les documents officiels, et ils en sont tombés des nues. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un j'aime. Bonne écoute à tous. Valentine ne s'était jamais considérée comme une femme méfiante. Cependant, ce fameux appel du soir a tout changé. À 42 ans, elle avait accompli ce dont beaucoup ne font que rêver. Elle possédait sa propre société de conseil en optimisation des processus commerciaux, louait un bureau prestigieux dans le 8e arrondissement de Paris, et jouissait d'une excellente réputation. Elle était considérée comme l'une des meilleures analystes de la capitale. Les clients faisaient littéralement la queue pour obtenir ses consultations, et la question de ses honoraires n'était plus un problème depuis bien longtemps. Ce jeudi-là, elle était rentrée chez elle un peu plus tard que d'habitude. Une commande très importante, passée par une grande usine sidérurgique, exigeait toute sa concentration. Les propriétaires étaient prêts à débourser 300 000 €, simplement pour le développement d'un nouveau système de gestion des stocks. C'était une somme impressionnante, même au regard de ses propres standards. À la maison, une bonne odeur d'oignons frits et d'épices flottait dans l'air. Arthur, son mari, préparait sa grande spécialité, un délicieux pilaf. Après 15 ans de mariage, il était resté un excellent cuisinier. En revanche, sur le plan professionnel, la situation était beaucoup plus compliquée. Il travaillait comme commercial dans une entreprise de plomberie. Son salaire était modeste, et ses ambitions l'étaient encore plus. Valentine s'était résignée depuis longtemps, acceptant le fait que le budget familial reposait presque entièrement sur ses propres revenus. « Comment ça va, mon trésor ?» a demandé Arthur, en la prenant par les épaules pendant qu'elle retirait ses chaussures dans l'entrée. « Je suis très fatiguée, mais j'ai de bonnes nouvelles. J'ai signé un contrat avec les ateliers de la Seine. 300 000 € pour 2 mois de travail. » Les yeux de son mari se sont brièvement illuminés, traversés par une lueur étrange. Toutefois, il a rapidement retrouvé son sourire habituel. « Tu es merveilleuse, ma chérie. Nous fêterons ça après le dîner, alors. » Valentine est montée dans la chambre, laissant Arthur regarder un match de football dans le salon. Elle a pris une douche, a enfilé un peignoir confortable, puis s'est installée sur le lit avec son ordinateur portable. Elle devait encore trier quelques documents de travail. La voix de son mari résonnait depuis le rez-de-chaussée. Visiblement, il était au téléphone. Au début, elle n'y a prêté aucune attention, mais ensuite, quelques phrases l'ont forcée à tendre l'oreille. « Oui, je sais que c'est un risque, mais le profit est évident, » disait Arthur, en baissant la voix. 300 000 €, ce n'est que le début. Elle a aussi des économies de côté. Et puis, il y a cet appartement. Oui, c'est exactement le moment d'agir. Valentine s'est figée, collant son oreille contre la porte. Dans la voix de son mari, il y avait des nuances qu'elle n'avait jamais entendues auparavant. C'était une sorte de joie avide, une anticipation malsaine. Non, elle ne se doute absolument de rien. Elle pense simplement que je me réjouis de son succès. Bien sûr, je serai très prudent. Le plus important, c'est de ne pas l'effrayer trop tôt. Le cœur de Valentine s'est mis à battre à tout rompre. De quoi parlait-il, et avec qui était-il au téléphone? Elle est descendue de quelques marches, avec une extrême prudence, pour essayer d'en entendre davantage. Tout sera bientôt prêt. Encore un peu de patience, et nous toucherons le gros lot. Une opportunité pareille ne se présente qu'une seule fois dans une vie. Elle a entendu le bip indiquant la fin de l'appel. Valentine est remontée en vitesse, faisant semblant de travailler concentrée sur son ordinateur. Quelques minutes plus tard, Arthur a passé la tête par l'encadrement de la porte. « Ne veille pas trop tard, ma chérie. Tu dois aussi te reposer. »« Oui, j'ai presque fini, » a-t-elle répondu, en s'efforçant de garder un ton aussi naturel que possible. Quand son mari s'est endormi, Valentine est restée éveillée de longues heures.
Elle retournait sans cesse dans sa tête les mots qu'elle avait entendus. Peut-être avait-elle mal compris? Il s'agissait peut-être d'affaires purement professionnelles. Pourtant, l'intonation d'Arthur racontait une toute autre histoire. Il y avait beaucoup trop de cachotterie pour de simples questions de travail. Les jours suivants se sont déroulés normalement. Valentine s'est plongée à corps perdu dans son nouveau projet, mais les pensées liées à cette étrange conversation ne la quittaient pas. Elle a commencé à observer son mari de plus près. Très vite, elle a remarqué des changements frappants dans son comportement. Arthur rentrait souvent tard du travail, alors qu'avant, il faisait tout pour rentrer au plus vite. À plusieurs reprises, elle a appelé son bureau, et la secrétaire lui répondait invariablement qu'il était sorti pour des rendez-vous. Face à ces questions, il restait évasif, répondant avec une prudence inédite dans la voix. De plus, il a soudainement commencé à s'intéresser de près à son travail. Autrefois, Arthur écoutait ses récits professionnels par pure politesse, sans le moindre enthousiasme. Désormais, il posait des questions détaillées. Il voulait tout savoir sur les contrats et les montants exacts de ses honoraires. Un dimanche matin, alors que Valentine consultait ses relevés bancaires devant une tasse de café, Arthur s'est assis à côté d'elle. Il affichait un air particulièrement intéressé. « Dis-moi, ma chérie, à combien s'élèvent nos économies au juste ?» a-t-il demandé, avec une fausse désinvolture. Je me disais que l'on devrait peut-être investir dans quelque chose. L'immobilier grimpe en ce moment, les actions aussi. Valentine a levé la tête, stupéfaite. En 15 ans de mariage, Arthur ne s'était jamais intéressé aux investissements. Bien au contraire, il répétait toujours que c'était beaucoup trop complexe et risqué. Pourquoi ce soudain intérêt pour la finance, a-t-elle demandé, prudemment. Eh bien, tu vois, mes collègues racontent qu'ils ont fait de superbes affaires dans l'immobilier. L'un d'eux a acheté un appartement dans le centre, et 1 an plus tard, il l'a revendu 1,5 fois plus cher. Je pense que l'on devrait essayer, nous aussi. Un appartement dans le centre de Paris, a répété Valentine. Et combien cela peut-il bien coûter? Les yeux d'Arthur se sont illuminés d'excitation. Ça dépend du bien. Un studio peut se trouver pour 450 000 €. Un 2 pièces coûte dans les 700 000 ou 800 000 €, mais la revente est très avantageuse. Mais nous n'avons pas autant d'argent. Et combien avons-nous, exactement, a insisté son mari, sans lâcher l'affaire. Tu disais toujours que tu mettais de côté pour les jours difficiles. Et puis, il y a ce nouveau contrat, non? Valentine a ressenti une étrange angoisse lui nouer le ventre. Pourquoi Arthur cherchait-il si désespérément à connaître le montant exact de leurs économies? Et d'où venait cette soudaine obsession pour l'achat immobilier? Arthur, ton comportement est bizarre. D'habitude, tu fuis le moindre risque, et voilà que tu parles d'investissement. Son mari s'est empressé de sourire, pour détendre l'atmosphère. Je réalise juste qu'il est temps de penser à notre avenir. Nous ne rajeunissons pas, tu sais. Il faut préparer notre retraite, et la pierre reste la valeur la plus sûre du marché. Ses arguments étaient logiques, c'est vrai, mais un détail dans son ton sonnait faux. Il était beaucoup trop insistant, et cela manquait cruellement de naturel. Très bien, je vais y réfléchir, a fini par dire Valentine, de manière très évasive. Au cours des 2 semaines suivantes, Arthur est revenu régulièrement sur le sujet. Il ramenait des annonces immobilières imprimées, et racontait les prétendues réussites financières de ses collègues. Il a même suggéré d'aller visiter quelques biens, pour se faire une idée. Valentine donnait des réponses floues, mais à l'intérieur d'elle-même, l'anxiété ne cessait de croître. Le comportement de son mari avait radicalement changé. Il était devenu secret, et s'éloignait souvent pour répondre à des appels téléphoniques dans une autre pièce. À plusieurs reprises, elle l'a surpris en train de consulter des sites immobiliers. Et, détail troublant, dès qu'il la voyait approcher, il fermait précipitamment les pages web. Le point culminant a été atteint un vendredi soir. Valentine était rentrée du travail plus tôt que prévu, car son rendez-vous client avait été annulé à la dernière minute. Il n'y avait personne à la maison. Arthur n'était pas encore rentré.
Ayant décidé de ranger un peu le bureau de son mari, elle a commencé à trier les papiers étalés sur sa table. Parmi les factures et les documents professionnels, elle a découvert un petit carnet. Il contenait des notes écrites de la main d'Arthur. À première vue, c'était de simples brouillons sans importance, mais une page spécifique a complètement glacé le sang de Valentine. En haut de la page, il était écrit « Option d'appartement, centre de Paris ». En dessous, il y avait une liste bien détaillée « Studio, 450 000 euros, 2 pièces, 720 000 euros, 3 pièces, 1 500 000 euros ». Et tout en bas, souligné au stylo rouge, figurait cette mention « En cas de divorce, 50%. » Valentine a relu cette ligne plusieurs fois de suite, incapable d'en croire ses yeux. En cas de divorce ? Arthur prévoyait donc de divorcer, et il comptait récupérer la moitié d'un appartement acheté intégralement avec l'argent de sa femme ? Ses mains tremblaient pendant qu'elle prenait la page en photo avec son téléphone. Ensuite, elle a soigneusement remis le carnet à sa place, avant de se réfugier dans le salon. Elle avait un besoin urgent d'assimiler ce qui se passait. La conversation nocturne qu'elle avait surprise concernait donc ce fameux plan. Arthur discutait, avec un complice inconnu, de la meilleure façon d'exploiter la réussite de sa femme pour s'enrichir personnellement. L'homme avec qui elle partageait sa vie depuis 15 ans prévoyait tout bonnement de la dépouiller. Mais pourquoi agir maintenant ? Qu'est-ce qui avait déclenché tout cela ? La réponse était évidente. Le nouveau contrat de 300 000 euros. Arthur avait compris qu'elle disposait d'un capital très important, et il avait décidé d'en profiter immédiatement. Son idée était d'une simplicité redoutable, la pousser à investir, mettre le bien aux deux noms, puis demander le divorce pour exiger sa part légale. Le cynisme de cette stratégie était effarant. Depuis combien de mois, ou même d'années, nourrissait-il ce projet macabre ? Et surtout, qu'il aidait dans cette combine ? Quand Arthur est rentré, 1 heure plus tard, Valentine l'a accueilli comme si de rien n'était. Ils ont dîné, discuté de leur projet pour le week-end, et regardé les informations à la télévision. Le mari ne laissait rien paraître de ses véritables intentions. Il jouait son rôle d'époux aimant à la perfection. « Au fait, ma chérie, a-t-il dit en buvant son thé, je te propose d'aller voir quelques appartements dès demain. J'ai déjà contacté une agente immobilière, et elle a de superbes offres dans le centre historique de la capitale. » Ce n'est pas un peu précipité ? A demandé Valentine, avec prudence. Nous n'en avons même pas vraiment discuté. Bien sûr que si, nous en avons parlé. Tu as toi-même dit que tu allais y réfléchir. Et puis, visiter ne t'engage à rien. C'est juste pour te donner une idée des prix. Il y avait une pointe d'insistance, à peine voilée, dans sa voix. Arthur forçait clairement le destin. Très bien, a concédé Valentine, d'un simple signe de tête. Allons visiter. Restée seule dans la chambre, elle a longuement réfléchi à son plan d'action. Elle aurait pu déclencher une énorme dispute, lui jeter le carnet au visage et exiger des explications immédiates. Mais à quoi bon ? Arthur prétendrait qu'elle avait tout mal interprété. Il inventerait une excuse bidon, et repousserait simplement son plan à plus tard. Non, il fallait s'y prendre autrement. Si son mari cherchait à la duper, elle se devait de garder une longueur d'avance. Elle allait lui prouver, de la plus belle des manières, qu'elle n'était pas aussi naïve qu'il le pensait. Valentine avait une petite sœur, Océane, dont elle avait toujours été extrêmement proche. Océane était infirmière dans une clinique privée, divorcée, et mère de 2 enfants. C'était une femme profondément honnête, fiable, et toujours prête à aider en cas de coup dur. S'il y avait bien une personne capable de l'épauler dans ce plan très risqué, c'était elle. Valentine a pris son téléphone et a composé le numéro de sa sœur. « Océane, il faut qu'on se voie. J'ai quelque chose de très important à te dire, et ça doit rester entre nous. » C'est grave, s'est immédiatement inquiétée sa sœur. Très grave, et surtout très urgent. Le lendemain, pendant qu'Arthur l'attendait sagement après une fausse réunion de travail, Valentine était assise dans un café sur l'avenue des Champs-Élysées. Elle racontait toute l'histoire à Océane. Sa sœur l'écoutait, les yeux écarquillés par la stupéfaction. « Ce n'est pas possible. Arthur ?
Il a toujours eu l'air d'un type si bien, si posé. Il en avait seulement l'air, a souri amèrement Valentine. En réalité, c'est un escroc de la pire espèce, doté d'une très, très grande patience. Et que comptes-tu faire, maintenant? Je vais le tester jusqu'au bout, et lui donner l'occasion de révéler son vrai visage. Mais pour ça, j'ai absolument besoin de ton aide. Valentine lui a exposé le plan qu'elle avait minutieusement échafaudé durant sa nuit blanche. Océane a d'abord pris peur face à l'ampleur de la tâche, puis elle s'est montrée très intriguée. À la fin de la conversation, elle brûlait d'envie de donner une bonne leçon à son misérable beau-frère. Je marche avec toi, a-t-elle affirmé avec une conviction inébranlable. Ce sale type mérite d'être puni, et plus la leçon sera sévère, mieux ce sera. Il ne restait plus qu'à jouer la comédie jusqu'à la fin. Il fallait donner à Arthur l'illusion d'une victoire totale, pour mieux lui prouver son erreur ensuite. Le soir venu, Valentine est rentrée chez elle, affichant l'attitude d'une femme ayant pris une grande décision. Tu sais, j'ai beaucoup repensé à ce que tu m'as dit sur les investissements immobiliers, a-t-elle annoncé à son mari. Tu as totalement raison. Il faut préparer l'avenir. Demain, nous irons visiter ses appartements. Le visage d'Arthur s'est illuminé d'une telle joie, que Valentine a presque ressenti de la pitié pour lui. Presque. C'est merveilleux. J'ai déjà tout organisé de mon côté. L'agente va nous montrer les plus beaux biens du centre historique. J'ai cependant une condition non négociable, a ajouté Valentine. Nous n'achèterons que si le bien me plaît vraiment, à 100%. Après tout, c'est mon argent. Bien évidemment, ma chérie. Cela ne fait aucun doute. Arthur était tellement ravi, qu'il a passé la soirée entière à fredonner, élaborant déjà les plans de leur futur empire financier. Pendant ce temps, Valentine souriait en silence. Elle savourait d'avance la surprise magistrale qui attendait son cher et tendre époux sous peu. La partie venait tout juste de commencer, et elle avait la ferme intention de l'écraser. Le rendez-vous avec Océane avait été fixé au lundi suivant, dans les bureaux de Valentine. Sa sœur est arrivée pile à l'heure, mais elle paraissait particulièrement tendue. Assise dans le fauteuil en face du bureau, elle est restée silencieuse un long moment, assimilant encore les révélations de la veille. Valentine, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, a fini par avouer Océane. J'ai beaucoup réfléchi à ta proposition. Ton plan est audacieux, mais il est juste. Arthur l'a bien cherché. Donc, tu acceptes de m'aider? J'accepte, mais sous certaines conditions. Valentine s'est préparée à écouter les réserves habituelles de sa sœur. Océane avait toujours été d'une grande prudence, surtout lorsqu'il s'agissait de sommes d'argent importantes. Premièrement, a poursuivi Océane, si les choses tournent mal, tu t'engages formellement à ne pas m'impliquer dans une procédure judiciaire. Je ne veux absolument aucun problème avec mon employeur, naturellement. C'est une évidence. Deuxièmement, quand tout sera terminé, tu remettras l'appartement à ton nom. Je n'ai aucune envie de posséder ce genre de bien immobilier, cela ne m'apportera que des impôts supplémentaires. C'est entendu. Océane a marqué une petite pause, comme pour rassembler tout son courage. Et troisièmement, le plus important pour moi. Je veux une compensation financière pour les risques encourus. 10 000 € pour ma participation à l'opération. Valentine a haussé les sourcils, très surprise. En plusieurs décennies, sa sœur ne lui avait jamais demandé un seul centime, préférant toujours se débrouiller par elle-même. 10 000 €? Océane, c'est une somme assez importante. Valentine, tu t'apprêtes à dépenser des centaines de milliers d'euros pour un appartement. 10 000 €, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan pour toi. Mais pour moi, c'est la possibilité d'envoyer Marie faire un séjour linguistique en Angleterre cet été. Elle en rêve depuis 2 ans. Marie, la fille aînée d'Océane, était une enfant brillante qui méritait amplement une bonne éducation. Valentine savait pertinemment qu'il n'était pas facile pour sa sœur d'élever seule 2 enfants avec un salaire d'infirmière. D'accord, a-t-elle accepté en hochant la tête. J'accepte tes conditions. Maintenant, laisse-moi t'expliquer en détail ce que j'attends de toi.
Valentine a sorti un dossier épais qu'elle avait minutieusement préparé. Demain, Arthur et moi allons visiter des appartements. Je choisirai le bien idéal, mais l'acte de vente ne sera pas à mon nom, il sera au tien. Officiellement, c'est toi l'acheteuse du bien. Moi, je serai simplement ton conseiller financier, chargé de t'aider dans tes choix. Et pour le financement ? Je virerai l'argent sur ton compte, sous la forme d'une facture pour des services de conseil. Tu as bien un statut d'auto-entrepreneur, n'est-ce pas ? Oui, pour mes vacations dans les cliniques privées. C'est parfait. De cette manière, tout sera parfaitement légal. Tu vas percevoir de gros honoraires de conseil, et tu décideras d'investir cet argent dans un appartement à Paris. Océane a examiné attentivement le montage de l'opération. Et si Arthur se doute de quelque chose d'anormal ? Il ne remarquera rien du tout. Il est beaucoup trop obnubilé par son propre plan machiavélique pour faire attention aux détails. De plus, nous ferons les visites ensemble, et il sera impliqué dans chaque étape du processus. Pour lui, ce sera la preuve irréfutable que j'achète bel et bien ce bien immobilier. C'est seulement lorsqu'il découvrira que je ne suis pas la propriétaire légale que ses véritables intentions éclateront au grand jour. Si Arthur est un mari sincère et aimant, il sera ravi de voir que notre famille possède un beau patrimoine. En revanche, si c'est un escroc vénal, sa vraie nature refera surface. Sa sœur est restée silencieuse pendant un long moment, analysant la stratégie. Tu sais, Valentine. Ce test n'est pas seulement pour Arthur. C'est aussi un test pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? S'il s'avère que tu as tort, et que ton mari désire réellement faire de simples investissements pour le bien de votre couple, seras-tu capable d'admettre ton erreur ? Valentine s'est remémoré les lignes écrites dans le carnet d'Arthur, ses appels téléphoniques passés en cachette la nuit, et son intérêt soudain pour ses finances. Je serais la première ravie de m'être trompée sur son compte. Mais mon instinct me crie que la réalité est bien plus sombre qu'elle n'y paraît. Le lendemain matin, Arthur s'est réveillé d'une humeur radieuse. Et pour cause, sa femme avait enfin cédé pour l'achat du bien immobilier. Il avait même préparé le petit déjeuner, une attention qu'il n'avait plus eue depuis des mois. Ma chérie, l'agente immobilière nous attend à 11h tapante. Elle va nous faire visiter 3 biens d'exception dans le centre, un dans le Marais, un autre à Saint-Germain-des-Prés, et le dernier avec vue sur la Tour Eiffel, près du Trocadéro. Arthur, es-tu absolument certain que nous devions acheter dans ces quartiers si huppés ? Nous pourrions peut-être chercher en banlieue ou dans des arrondissements moins chers, non ? Le visage de son mari s'est assombri d'un coup sec. Valentine, nous en avons déjà longuement parlé. Dans le centre de Paris, les prix de l'immobilier grimpent beaucoup plus vite. C'est un investissement stratégique, pas juste un achat pour y vivre. Mais je me disais que l'on pourrait acheter quelque chose de plus modeste, et placer le reste de l'argent pour nos vieux jours. Hors de question, a lâché Arthur, avec un peu trop de véhémence. Il s'est vite repris et a forcé un sourire. Enfin, c'est toi qui décides, évidemment. Mais en toute logique, il vaut mieux viser le haut de gamme. Le rendement n'en sera que meilleur. Valentine a observé son mari avec une grande acuité. Pourquoi tenait-il tant à acheter un bien hors de prix ? En effet, plus l'appartement était cher, plus il devrait s'endetter lui-même, s'il s'agissait réellement d'un projet de couple commun. Le rendez-vous avec l'agente immobilière a eu lieu dans une très belle agence de l'avenue des Champs-Élysées. Madame Lucille, une femme dans la quarantaine arborant un sourire très professionnel, leur a présenté les photos des 3 biens. Le premier était un studio dans le Marais de 42 mètres carrés, affiché à 480 000 €. Le second était un 2 pièces à Saint-Germain-des-Prés de 60 mètres carrés, pour 720 000 €. Le troisième, un magnifique 3 pièces près du Trocadéro de 85 mètres carrés, était mis à prix à 1 500 000 €. Valentine a très bien vu les yeux de son mari briller de convoitise à l'annonce du tout dernier montant. Ce 3 pièces a l'air vraiment exceptionnel, a-t-il lancé, des étoiles dans les yeux. Nous pourrions le visiter ? Arthur, c'est largement au-dessus de nos moyens actuels, a tempéré Valentine. Ça ne coûte rien de jeter un simple coup d'œil.
S'il nous plaît vraiment, on fera un emprunt bancaire. L'agente a opiné du chef, avec professionnalisme. Bien sûr, nous pouvons commencer par le plus prestigieux. Vous verrez les autres ensuite, pour vous faire une idée des différences. L'appartement situé près du Trocadéro était d'un luxe absolu. Il offrait de belles hauteurs sous plafond, du parquet massif, de sublimes moulures, et une vue imprenable sur la tour Eiffel depuis le salon principal. Arthur déambulait de pièce en pièce, totalement hypnotisé. Il s'imaginait déjà comme le maître incontesté de ce palais parisien. « Valentine, tu imagines un peu la vie qu'on mènerait ici » lui a-t-il murmuré à l'oreille. « C'est un véritable château en plein Paris. »« C'est magnifique, en effet », a prudemment admis Valentine. « Mais le prix ? » « Tout est négociable », est intervenue l'agente avec aplomb. Le propriétaire est très ouvert à la discussion. Je pense pouvoir le descendre à 1 400 000 € sans trop de difficultés. Cela reste tout de même une somme colossale. Madame Lucille, l'a interpellé Arthur de but en blanc. Pourrions-nous échanger quelques mots en privé, s'il vous plaît ? J'ai un détail technique à vous demander. Valentine a fait mine d'examiner la disposition de la cuisine, tout en tendant l'oreille pour capter leur échange dans le couloir adjacent. Dites-moi, si nous achetons ce bien, mais que nous décidons de nous en séparer d'ici quelques années, la revente sera-t-elle rapide ? L'immobilier parisien haut de gamme est extrêmement liquide, surtout avec une vue sur la tour Eiffel. En 1 ou 2 mois maximum, nous vous trouvons un acheteur solide. Et si la vente doit se faire dans l'urgence ? Je ne sais pas, en cas de séparation, par exemple. L'agente lui a adressé un sourire compréhensif. Lors d'un partage des biens, on fait généralement appel à un expert indépendant pour évaluer le prix. Si l'appartement appartient à la communauté des époux, chacun repart avec la moitié de sa valeur estimée. Ainsi, pour un bien à 1 400 000 €, cela représenterait 700 000 € chacun, net d'impôts. Le sang de Valentine s'est littéralement figé. Arthur abordait très calmement les modalités d'un divorce et de la répartition du patrimoine avec l'agente, comme si l'affaire était déjà entendue. Pire encore, il ne cherchait pas à protéger leur couple, mais voulait simplement savoir, au centime près, quelle somme d'argent il pourrait empocher. C'est très clair, s'est réjoui Arthur, visiblement satisfait. Je vous remercie pour toutes ces précisions. Lorsqu'ils sont revenus dans le grand salon pour reprendre la discussion, la décision de Valentine était déjà prise. Madame Lucille, ce bien me plaît énormément, mais c'est un engagement très important. J'ai besoin d'un peu de temps de réflexion. C'est tout à fait normal. Je peux bloquer l'appartement pour vous pendant 1 semaine, moyennant une promesse d'achat et un acompte de 10 000 €. Entendu, a conclu Valentine. Je procéderai au virement dès demain matin. Sur le chemin du retour, Arthur débordait d'un enthousiasme débordant. Valentine, tu te rends compte de la beauté de cet endroit ? C'est le rêve de toute une vie. On y sera comme des rois, tous les deux. C'est au-dessus de nos moyens, Arthur. Je te le répète. Mais non, réfléchis un peu. Tu as les 300 000 € de ton tout nouveau contrat. En ajoutant nos économies, on peut faire un prêt pour couvrir le reste. Je mettrai aussi la main à la pâte pour les mensualités, je te le promets. Ton salaire ne suffira jamais pour qu'une banque accepte un tel crédit, soyons réalistes. Alors, on mettra le prêt à ton nom uniquement. Tes revenus sont largement suffisants pour rassurer les banquiers les plus frileux. Valentine a dévisagé son mari avec une attention soutenue. Il voulait absolument que le bien, et par extension la dette colossale, soit à son nom à elle. La logique était implacable, en cas de divorce, il raflerait la moitié de la valeur de l'appartement, la laissant seule avec le remboursement intégral du crédit sur le dos. Je vais y réfléchir, a-t-elle simplement répété. Dans la soirée, Valentine a retrouvé Océane dans un petit bistrot près de chez sa sœur, à l'abri des regards. Alors, cette fameuse visite, a demandé Océane, impatiente. Pire que ce que j'imaginais. Il a littéralement discuté des conditions de divorce et du partage de nos biens avec l'agente immobilière, juste devant moi. Tu plaisantes ?
Quelle ordure! Au moins, cela confirme que nous faisons le bon choix, sans l'ombre d'un doute. Exactement. Demain, on lance la procédure administrative. Le lendemain matin, Valentine s'est rendue seule à la banque, prétextant à son mari qu'elle devait régler les détails de l'acompte avec son conseiller. En réalité, elle s'apprêtait à virer une somme colossale sur le compte de sa propre sœur. 300 000 € pour des prestations de conseil, s'est étonnée la banquière en vérifiant l'ordre de virement. Ce n'est pas un peu excessif comme montant? Il s'agit d'un contrat annuel très complexe avec une grande société, a justifié Valentine avec un aplomb déconcertant. Cela concerne l'optimisation complète de toute leur chaîne de production. Les démarches ont été rapides et efficaces. En fin d'après-midi, le compte d'Océane était crédité du montant nécessaire à l'achat du bien immobilier. Valentine, je suis morte d'inquiétude, lui a confié sa sœur au téléphone, la voix tremblante. Je n'ai jamais vu autant de zéros sur mon compte en banque de toute ma vie. Reste calme, ça ne va pas durer. Demain, on signe chez le notaire et tout sera réglé. La signature définitive s'est déroulée dans l'étude d'un notaire très réputé, sur le grand boulevard Haussmann. Valentine avait pris le soin de prévenir Arthur, quelques heures plus tôt, que l'acheteuse officielle serait sa sœur, et non elle. Comment ça, ta sœur, s'était offusqué son mari, le visage décomposé. Océane vient de décrocher une énorme prime dans sa clinique. Elle a décidé d'investir cet argent dans la pierre et m'a demandé de l'accompagner dans son projet, pour l'aider à choisir. Mais on était censé acheter pour nous, bon sang. Arthur, sois rationnel une seule seconde. Océane dispose des liquidités nécessaires immédiatement. De notre côté, nous n'avons qu'un apport, et nous devrions nous endetter lourdement. Pourquoi offrir des milliers d'euros d'intérêt aux banques pour rien? Je ne saisis pas ta logique. C'est pourtant limpide. Océane se porte acquéreur de l'appartement. Nous y emménageons en tant que locataire, on lui verse un loyer très symbolique, mais dans les faits, nous jouissons de l'appartement comme s'il était entièrement le nôtre. Et le jour où nous aurons réuni la somme totale, nous lui rachèterons le bien, tout simplement. Arthur a froncé les sourcils. De toute évidence, cette combine ne lui plaisait pas du tout. Et si Océane refuse de nous le revendre plus tard? Elle ne refusera pas. C'est ma sœur, on est de la même famille, que je sache. Valentine, cette situation ne me plaît pas du tout. Il vaut bien mieux que tu achètes l'appartement à ton nom, dès maintenant. Pourquoi te focalises-tu tant sur le nom qui figure sur le titre de propriété? L'essentiel, c'est que nous habitions tous les deux dans cet endroit magnifique, non? Pris de court, Arthur a bredouillé une réponse très évasive. C'est juste que j'aime bien quand les choses sont carrées, histoire de me sentir vraiment chez moi. Tu seras chez toi, rassure-toi. Mais un peu plus tard. Chez le notaire, la transaction s'est déroulée sans le moindre accroc. Océane a posé sa signature sur les actes avec l'assurance d'une investisseuse chevronnée. Valentine se tenait à ses côtés, l'aiguillant sur les détails techniques du dossier. Arthur, quant à lui, restait assis dans un coin de la pièce, le visage complètement fermé et le regard sombre. Toutes mes félicitations pour cette belle acquisition, madame, a déclaré le notaire en tendant le lourd trousseau de clés à Océane. C'est un bien exceptionnel, situé dans l'un des plus beaux quartiers de la capitale. Je vous remercie, a-t-elle répondu, rayonnante. Cela faisait longtemps que je rêvais d'avoir mon propre pied-à-terre à Paris. Sur le trajet du retour, un lourd silence régnait dans la voiture. Ce n'est qu'en arrivant devant leur immeuble actuel qu'Arthur a fini par exploser. Dis-moi, Valentine, à quel moment sommes-nous censés emménager dans ce nouvel appartement? D'ici une semaine ou deux. Il faut d'abord organiser un grand nettoyage de printemps et commander quelques meubles neufs. Et pour la paperasse du rachat, c'est prévu pour quand? Pourquoi tant de précipitation? Installons-nous d'abord, on verra si le quartier nous convient vraiment au quotidien. Les traits de son mari se sont durcis instantanément. Toute cette mise en scène me déplaît fortement, a-t-il marmonné dans sa barbe. Qu'est-ce qui te dérange, au juste? L'incertitude.
On va vivre sous le toit de quelqu'un d'autre, sans aucun statut officiel. Arthur, je ne saisis pas ton angoisse. Autrefois, tu ne te posais jamais de questions sur le droit de propriété. Autrefois, il n'y avait pas autant d'argent en jeu. Le lapsus était lâché. L'argent restait son unique motivation. Dans les jours qui ont suivi, Arthur affichait une humeur massacrante et une irritabilité constante. À maintes reprises, il a essayé de remettre sur la table le sujet du rachat de l'appartement à Océane, mais Valentine esquivait la discussion en évitant toute promesse ferme. Attendons qu'Océane finalise les démarches au registre foncier et reçoive son attestation de propriété. Après, nous aviserons calmement. Et ça va prendre combien de temps, cette histoire administrative ? 2 ou 3 semaines ? C'est interminable. Arthur, tu as un comportement vraiment étrange. On dirait que tu es pressé par le temps, comme si ta vie en dépendait. Je ne suis pressé par rien du tout. Je veux juste clarifier les choses, c'est tout. Pourtant, les choses restaient troubles, et l'agitation du mari montait crescendo au fil des jours. Valentine remarquait qu'il passait de nombreux coups de fil en cachette, chuchotant pour évoquer sa situation. Un soir, elle a intercepté un bout de conversation par hasard, en passant près du bureau. Oui, le plan a déraillé. L'appartement est au nom de la sœur de ma femme. Non, il ne prévoit pas de faire la transaction tout de suite. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi, maintenant ? Elle ignorait à qui il demandait conseil, et qui étaient ses complices de l'ombre qui l'aidaient à orchestrer la ruine de sa propre épouse. La réponse lui a été livrée d'une manière totalement inattendue. Le dimanche soir, le téléphone d'Arthur a sonné bruyamment. C'était sa mère. « Coucou mon fils, alors, cet appartement ? Vous y êtes déjà installé ? » Maman, c'est très compliqué. Le bien n'est pas au nom de Valentine, il est au nom de sa sœur. Comment ça, il n'est pas au nom de Valentine ? Mais à qui appartient-il, alors ? À Océane. Officiellement, c'est elle l'acheteuse, et Valentine n'est intervenue qu'en tant que consultante financière pour la guider. Mais tu es complètement stupide, a hurlé sa belle-mère, d'une voix stridente. Comment as-tu pu te faire berner de la sorte ? Valentine est restée clouée sur place, à l'entrée de la cuisine, retenant son souffle. Les parents d'Arthur étaient donc parfaitement au courant de la combine. Maman, je ne pouvais pas insister lourdement. Valentine aurait deviné que quelque chose clochait. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Maître Grégoire Moreau avait pourtant bien précisé que l'appartement devait impérativement être mis au nom de ma femme pour que le plan fonctionne. Maître Grégoire Moreau ? Qui est cet homme ? A songé Valentine, le cerveau en ébullition. Maman, on devrait peut-être patienter ? Valentine a promis de racheter le bien à sa sœur d'ici peu de temps. Patienter ? Mais tu perds la tête, mon fils. Nous avons déjà vendu notre propre appartement, en espérant toucher ta part du gâteau. Nous avons claqué toutes nos économies en frais de consultation chez l'avocat. Si ce plan tombe à l'eau, on se retrouve tous à la rue, purement et simplement. Valentine s'est adossée contre le mur pour ne pas vaciller. Ses beaux-parents n'étaient pas seulement au courant du complot, ils l'avaient même financé de leur poche. Ils avaient vendu leur propre logement, dilapidé l'argent pour des consultations juridiques, tout cela pour organiser une gigantesque escroquerie. Et que préconise Maître Moreau, dans ce cas précis ? Il dit que si l'appartement est enregistré au nom d'un tiers, prouver tes droits sera quasiment mission impossible. Il nous faudrait des preuves écrites certifiant que c'est bien Valentine qui a fourni les fonds de départ. Sauf que nous n'avons absolument rien de tout ça. Raison de plus. Il faut redresser la barre, et vite. Débrouille-toi pour convaincre ta femme de remettre l'acte de propriété à son nom. J'essaie, mais elle fait traîner les choses volontairement. Alors, passe à la vitesse supérieure. Dis-lui que tu refuses de vivre chez quelqu'un d'autre comme un mendiant. Pose-lui un ultimatum. Maman, si je deviens trop pressant, Valentine va tout de suite avoir de gros soupçons. Et si tu ne le laisses pas, on va tous finir sur la paille. La discussion s'est achevée dans un torrent de cris et de reproches.
Valentine a marché sur la pointe des pieds jusqu'à la chambre d'amis et s'est glissée sous les draps, simulant un profond sommeil réparateur. Quelques minutes après, Arthur est entré dans la pièce, à pas de loup. « Valentine, tu dors ?» ?»« Presque. »« Il y a un problème ?» ?»« Non, tout va bien. Ma mère prenait juste de nos nouvelles pour notre futur emménagement. C'est gentil de sa part de s'inquiéter pour nous. » »« Oui. Bonne nuit. » Mais il n'a pas été question de dormir une seule seconde. Valentine est restée éveillée de longues heures, disséquant avec précision chaque mot qu'elle venait d'entendre. Ce plan diabolique dépassait en cynisme tout ce qu'elle avait pu imaginer. Les parents d'Arthur s'étaient débarrassés de leur propre logement en misant sur une part d'un bien de luxe en plein Paris. Ils avaient sollicité les services de maître Grégoire Moreau, un avocat spécialisé dans les affaires de divorce. La machination impliquait donc la belle famille tout entière, qui avait sciemment prémédité son dépouillement. Aujourd'hui, l'échec cuisant de la manœuvre les plongeait dans une panique absolue. Ils avaient gaspillé leurs économies et se retrouvaient sans toit. Valentine en éprouverait presque de la compassion pour eux. Presque. Le lendemain matin, elle s'est empressée de contacter Océane pour lui rapporter cette conversation glaçante dans les moindres détails. « C'est un truc de fou », s'est indignée sa sœur. « Vous formiez un véritable nid de vipères sans le savoir. Tu comprends mieux pourquoi je tenais tant à le tester, maintenant ? Je suis tout à fait de ton avis. Ces gens-là méritent d'être punis sévèrement. À mon avis, Arthur va redoubler d'efforts très bientôt. Ses parents vont lui mettre une pression folle. » Et quelle est la suite du programme ? On continue de jouer la comédie. Laissons-les abattre leur dernière carte, pour qu'ils montrent enfin leur vrai visage. Et effectivement, au cours de la semaine suivante, la pression a grimpé en flèche. Pas un jour ne passait sans qu'Arthur n'aborde le fameux rachat de l'appartement à Océane. Son anxiété se muait en une nervosité difficile à dissimuler au quotidien. « Valentine, cette situation m'est insupportable », a-t-il lâché le vendredi soir, les poings serrés. « Quand les voisins me demandent si nous sommes propriétaires ou locataires, je passe pour un imbécile heureux. Qu'est-ce que je suis censé leur dire, à la fin ? Dis-leur simplement que nous sommes hébergés temporairement par un membre de la famille. » C'est profondément humiliant. Qu'y a-t-il de si humiliant ? Le fait que ma sœur, elle ait moyen de s'offrir un beau patrimoine immobilier en plein Paris ? Non. Le fait qu'à mon âge, je sois incapable d'avoir un toit à moi, à mon propre nom. Arthur, nous sommes toujours propriétaires de notre appartement en banlieue. Tu veux qu'on y retourne vivre ? Absolument pas. Je veux vivre ici, mais je veux que ce soit chez nous, officiellement. Dans ce cas, prends ton mal en patience. Océane m'a certifié qu'on pourrait aborder sérieusement la question du rachat à la fin du mois. À la fin du mois ? Ça fait encore de longues semaines à tirer. C'est impossible. Qu'est-ce qui te prend, Arthur ? Avant, tu étais d'un naturel si serein, et aujourd'hui, tu es sur les nerfs pour un rien. Je vais très bien, j'aspire juste à un peu de stabilité dans ma vie. Au cœur de la nuit, Valentine a de nouveau entendu son mari murmurer au téléphone, réfugié dans la cuisine pour ne pas être entendue. Maman, elle fait un blocage total. Elle prétend que sa sœur n'est pas encore disposée à revendre. Comment on fait ? Je suis à bout de nerfs, je ne tiendrai pas la distance. Manifestement, ses parents le poussaient dans ses derniers retranchements pour qu'il emploie la manière forte avec elle. Pour Valentine, l'heure du dénouement final sonnait. Sous peu, Arthur ferait tomber son masque et révélerait sa véritable nature. Il ne lui restait plus qu'à guetter le moment opportun pour lui porter l'estocade finale. La semaine a débuté sur les chapeaux de roue. Alors que Valentine prenait son petit déjeuner dans la cuisine, Arthur a lâché une bombe monumentale. Ce soir, nous recevons quelqu'un à la maison. C'est un juriste. Je tiens à faire le point sur la législation concernant ce type de transaction immobilière. Un juriste ? Pourquoi faire, au juste ? Il s'appelle maître Grégoire Moreau. C'est un ami de longue date de ma mère, et une vraie pointure en droit immobilier.
Il va nous éclairer sur la procédure à suivre pour racheter le bien de ta sœur dans les règles de l'art, afin d'éviter tout litige futur. Valentine a bien failli recracher son café sur la table. Maître Moreau? L'homme mentionné par sa belle-mère au téléphone? Arthur avait l'audace inouïe d'introduire cet avocat véreux sous leur propre toit. Je ne suis pas persuadé que ce soit judicieux, a-t-elle prudemment avancé. Pourquoi donc? Cette consultation ne nous coûte rien, et elle sera très utile. Maître Moreau nous expliquera toutes les subtilités légales de l'opération. Arthur, nous n'avons même pas encore acté définitivement le rachat de l'appartement d'Océane. C'est prématuré. Arrête de tergiverser, Valentine. Ça fait un mois qu'on est dans le flou total. Il est temps de prendre des décisions concrètes. Le ton de son mari s'était soudainement durci, empreint d'une autorité factice. L'ultimatum parental avait manifestement fait son effet. À quelle heure doit-il arriver? Vers 19h, juste après le travail. C'est noté, a répondu Valentine avec un calme olympien. Écoutons ce qu'il a à nous dire. La journée lui a paru interminable. Impossible de se focaliser sur ses dossiers en cours, son esprit retournait sans cesse à l'entrevue du soir. Qui était réellement ce maître Moreau? Et quel type de consultation allait-il mener? En fin de journée, elle est rentrée chez elle un peu plus tôt. Arthur faisait les 100 pas dans le grand salon, l'air très tendu, fixant l'horloge avec insistance. À 19h tapante, la sonnerie de la porte d'entrée a retenti. Valentine est allée ouvrir et s'est retrouvée face à un quinquagénaire sanglé dans un costume strict, une luxueuse mallette à la main. Maître Grégoire Moreau, a-t-il décliné, en lui tendant la main. J'imagine que vous êtes Madame Valentine? Oui, c'est moi. Entrez donc. L'avocat dégageait une aura de vieux routier des prétoires, à la fois habile et mielleux. Une fois bien installé à table, il a extrait un volumineux dossier de sa sacoche en cuir, et a allumé un petit dictaphone. Résumons la situation. Si j'ai bien saisi les enjeux, vous désirez acquérir un appartement qui est, à ce jour, la propriété de l'une de vos proches? Tout à fait, s'est empressé d'acquiescer Arthur. Le bien est enregistré au nom de la sœur de mon épouse, bien que les fonds de départ proviennent de nos économies communes. Je vois. Avez-vous en votre possession des documents formels prouvant que les fonds ont été apportés par Madame Valentine? De quels documents parlez-vous? A fait mine de s'étonner Valentine. Un acte de prêt, une reconnaissance de dette, un bordereau de virement bancaire stipulant la nature exacte de l'opération. N'importe quel élément matériel validant votre apport financier dans cette affaire. Valentine flairait le piège grossier à des kilomètres à la ronde. Quelle est l'utilité d'une telle paperasse? Nous sommes de la même famille, tout de même, la confiance règne. Maître Moreau a esquissé un sourire plein de componction hypocrite. Chère madame, j'exerce en droit de la famille depuis plus de 20 ans. J'ai été le témoin privilégié d'innombrables conflits intrafamiliaux liés à l'immobilier, qui finissent en drame. La prudence recommande de se blinder en amont. Se blinder contre quoi, exactement? Contre les revendications d'un tiers. Imaginons que votre sœur contracte des dettes importantes, l'appartement pourrait faire l'objet d'une saisie judiciaire. Ou pire, elle pourrait s'aviser de le vendre sans votre consentement, sur un coup de tête. Océane ne ferait jamais une chose pareille, je la connais. Bien évidemment que non, a rétorqué Arthur avec précipitation. Mais sur le plan strictement juridique, on ne peut rien laisser au hasard. L'avocat a étalé les papiers devant lui, d'un geste théâtral. J'ai esquissé différentes approches possibles. La plus rudimentaire serait d'établir un compromis de vente classique entre vous et votre sœur, pour un montant symbolique, disons 10 000 €. Le solde du bien serait alors qualifié de donation, pure et simple. Pourquoi s'encombrer de toutes ces subtilités, a faussement questionné Valentine. D'une part, pour alléger la pression fiscale. D'autre part, pour s'assurer que le bien soit acté exclusivement à votre nom, et non à celui de votre sœur. Et ne pourrait-on pas l'enregistrer au nom de mon mari? Maître Moreau a lancé un regard très furtif à Arthur, comme pour s'assurer de sa réaction.
C'est techniquement réalisable. Cependant, l'usage veut que le bien soit attribué au conjoint disposant des revenus les plus conséquents. Lequel de vous deux gagne le mieux sa vie? C'est moi, a répliqué Valentine sans hésiter. En toute logique, le titre de propriété devrait vous revenir. D'autant plus qu'en cas de désaccords matrimoniaux futurs. Le juriste a laissé sa phrase en suspens, mais le message était limpide. Quel type de désaccord? A demandé Valentine d'un ton glacial. Eh bien, la vie est pleine d'imprévus. Une séparation, un divorce, un partage des biens, par exemple. Si le bien figure à votre nom comme un apport antérieur au mariage ou une donation, il échappe au partage. A contrario, s'il est au nom de votre époux, le Code civil exige que la valeur soit divisée par moitié en cas de divorce, de manière stricte. Valentine a dévisagé Arthur avec insistance. Ce dernier fuyait son regard, feignant de déchiffrer avec attention les clauses des contrats étalés sur la table. Maître Moreau, en votre âme et conscience, quelle option nous préconisez-vous? Mon intime conviction penche pour l'indivision, c'est-à-dire une propriété conjointe des deux époux. C'est l'approche la plus saine et la plus transparente pour un couple marié. Vous voulez dire 50% pour moi, et 50% pour Arthur? Précisément. De la sorte, aucun d'entre vous ne se sentira lésé dans ses droits, quoi qu'il advienne. Valentine a simulé une intense réflexion, portant la main à son menton. En vérité, elle analysait la façon dont ce prétendu expert l'aiguillait vicieusement vers la conclusion voulue par son mari. Son discours était d'un grand professionnalisme, il ne l'imposait pas frontalement, mais manipulait son raisonnement de manière à ce qu'elle y vienne d'elle-même, en pensant que c'était sa propre idée. Quel serait le délai pour finaliser cette transaction de bout en bout? Si toutes les pièces du dossier sont réunies, comptez une semaine, tout au plus. Très bien, je vais peser le pour et le contre, et j'y réfléchirai. Valentine s'est emporté Arthur, à bout de patience. Cessons ces enfantillages inutiles. Plus vite cette affaire sera pliée, plus vite nous aurons l'esprit tranquille. J'ai dit que j'allais y réfléchir, a-t-elle tranché, le ton sans appel. Maître Moreau a rassemblé ses dossiers et refermé sa mallette avec soin. Je vous confie les ébauches de contrat. Prenez le temps de les décortiquer avec votre sœur. En cas de doute, n'hésitez pas à me joindre sur mon portable. Dès que l'avocat a eu franchi le seuil de la porte de l'appartement, Arthur a explosé. Mais enfin, Valentine, pourquoi as-tu été si distante et froide face à ces recommandations? Cet individu ne m'inspire aucune confiance, voilà pourquoi. Et que lui reproches-tu, au juste? Il a été très clair. Il a passé son temps à épiloguer sur les procédures de divorce et la répartition des biens, comme s'il cherchait délibérément à orienter nos choix. Il faisait simplement son travail de prévention des risques légaux. Arthur, notre mariage est solide. Quel besoin as-tu de ressasser ces histoires sordides de séparation? Son mari a bafouillé, peinant à formuler une réponse cohérente. Notre couple est uni, évidemment, mais la prudence légale reste de mise, dans tous les cas de figure. Et contre qui avons-nous besoin de nous prémunir, si notre couple est si uni? Face aux aléas imprévisibles de la vie, tout simplement. Valentine s'est couché la boule au ventre ce soir-là. Arthur avait complètement jeté le masque, invitant chez eux un homme de loi chargé de lui dicter, étape par étape, la marche à suivre pour leur futur divorce. Et il l'avait fait de manière totalement éhontée, sous ses propres yeux. Ce qui la stupéfiait le plus, au-delà de l'outrecuidance folle de la manœuvre, c'était la façon dont son mari la traitait, comme une imbécile congénitale, incapable de déceler une escroquerie grosse comme une maison de campagne. Les jours suivants, l'obstination d'Arthur a atteint des sommets inégalés. Tous les soirs, sans exception, il revenait à la charge sur la question du rachat, dégainant de nouveaux arguments infaillibles pour vanter les mérites de l'indivision. Valentine, si on met l'appartement aux deux noms, on doublera notre crédit d'impôt. C'est une grosse économie. Une propriété commune allège considérablement les frais de mutation en cas de revente. C'est prouvé. Et puis, si l'appartement appartient à la communauté, je pourrai enfin avoir mon mot à dire sur sa gestion quotidienne, c'est normal, non?
Chaque justification, prise isolément, pouvait sembler rationnelle et pertinente. Mais mise bout à bout, elle dévoilait la cupidité crasse de son mari dans toute sa splendeur. Le vendredi soir, les digues de la patience d'Arthur ont fini par céder avec fracas. Valentine, j'en ai ma claque de patienter comme un idiot. Soit tu signes les papiers pour mettre ce logement à nos deux noms, soit on plie bagages et on retourne vivre illico dans notre ancienne banlieue. C'est une forme de chantage que tu me fais là? C'est une question de bon sens. Cette instabilité permanente est devenue totalement invivable pour moi. Très bien, a acquiescé Valentine, d'une voix posée et étrangement calme. Retournons vivre dans notre appartement. Le visage d'Arthur a viré au rouge cramoisi. Il s'attendait à tout, sauf à ça. Comment ça, on retourne? Et cet appartement-ci, on en fait quoi? C'est le problème d'Océane. Elle le louera, ou elle le revendra à un bon prix. C'est elle qui voit. Tu délires complètement, ma parole. On est en train de laisser passer la chance de notre vie d'être propriétaire en plein cœur de Paris. Écoute, Arthur, si ce bien immobilier t'importe à ce point, rien ne t'empêche d'y rester vivre. Quant à moi, je retourne en banlieue. Arthur est resté bouche bée, les bras ballants le long du corps. Il n'avait manifestement pas anticipé cette riposte cinglante. Tu veux dire que tu serais prête à sacrifier notre mariage pour de bêtes querelles administratives? Je ne sacrifie rien du tout. C'est toi, et toi seul, qui fais une fixette maladive sur le nom qui doit figurer sur un bout de papier. C'est l'avenir financier de notre foyer qui me préoccupe. L'avenir d'un couple ne se jauge pas à la répartition des parts sur un acte notarié, Arthur. Arthur a tourné les talons et s'est enfermé dans une autre pièce en claquant la porte derrière lui. Une demi-heure plus tard, Valentine l'a entendu converser au téléphone, la voix tremblante de colère. Elle est butée comme une mule, elle refuse catégoriquement. Oui, j'ai usé de tous les arguments possibles et imaginables. Quelle est la prochaine étape, maintenant? L'échange a été âpre, tendu et très prolongé. Valentine a déduit qu'Arthur prenait ses instructions, soit auprès de ses chers parents, soit auprès de Maître Moreau. Peut-être même des deux à la fois. Le samedi matin, le mari a annoncé la couleur, l'air bravache. Mes parents nous rendent visite aujourd'hui. Ils tiennent absolument à découvrir notre nouvelle installation. Pour quelle raison viendraient-ils admirer l'appartement de quelqu'un d'autre? Comment ça, quelqu'un d'autre? C'est notre domicile actuel, jusqu'à preuve du contraire. Un domicile purement transitoire. Quoi qu'il en soit, ils seront là. Ma mère a expressément demandé à voir les lieux de ses propres yeux. Valentine s'est immédiatement mise sur ses gardes. Jusqu'à présent, ses beaux-parents s'étaient toujours contrefichés de leurs conditions de logement. Pourquoi ce brusque revirement de situation? À quelle heure doivent-ils arriver chez nous? Dans l'après-midi, sur les coups de 15 heures. Parfait. Nous les recevrons avec tous les honneurs qui s'imposent. Hélène et Victor se sont présentés à la seconde près. La belle-mère avait revêtu ses plus beaux atours, parée de bijoux, tandis que le beau-père affichait une raideur inhabituelle dans sa posture. L'entrevue avait, de toute évidence, un but bien précis. Mon Dieu, quel raffinement exquis, s'est pâmée Hélène, en scrutant les moulures du plafond du salon. C'est digne du château de Versailles? Et cette vue sur la tour Eiffel, c'est tout simplement incroyable. Une très belle acquisition, a renchéri Victor. Dans ce secteur si prisé, de tels biens s'arrachent à prix d'or. Et à combien s'est élevée la transaction finale, a sondé la belle-mère, sans aucune gêne. 1 400 000 €, s'est empressé de répondre Arthur, fier comme un paon. Eh bien, ma petite Valentine, je vois que les affaires sont particulièrement florissantes pour toi. Ce n'est pas mon appartement, a rétorqué Valentine avec le plus grand des flegmes. Il est la propriété exclusive de ma sœur. Les visages des parents d'Arthur se sont décomposés à vue d'œil. Leurs sourires se sont figés. Que voulez-vous dire par « pas à vous » a balbutié Hélène, l'air totalement perplexe. L'explication est toute bête.
Océane a souhaité diversifier son patrimoine, et pour l'heure, elle nous en laisse l'entière jouissance. Mais ce sont bien vos deniers qui ont financé cet achat colossal, n'est-ce pas? Ce sont les deniers d'Océane. Elle a touché le pactole sur une très grosse mission, et elle a opté pour la pierre. Le beau-père et la belle-mère ont échangé un regard lourd de sens, presque paniqué. Et vous, ma chérie, n'avez-vous pas songé à réaliser un tel investissement pour vous-même, a glissé Hélène, avec une prudence de sioux. Nous y avons songé, oui, mais nous n'avons pas encore franchi le pas décisif. Et qu'est-ce qui freine vos ardeurs, si je puis me permettre? L'enjeu financier, tout simplement. S'engager sur une somme pareille, ça donne des sueurs froides, vous comprenez. Allons, des sueurs froides pour si peu, s'est récriée Hélène, faussement enjouée. L'immobilier parisien, il n'y a pas plus solide. C'est un placement garanti à 100%, qui ne se dépréciera jamais. C'est probable, mais je préfère jouer la carte de la sécurité financière. Dites-moi, Valentine, est intervenu Victor, en se raclant la gorge. Si d'aventure vous sautiez le pas, comment procéderiez-vous pour l'acte de vente, à votre seul nom, ou en communauté de biens? La question était posée avec une curiosité beaucoup trop affichée. Je l'ignore, je n'ai pas vraiment creusé la question avec Arthur. Il faudrait pourtant y songer très sérieusement, a martelé Hélène, le doigt levé. Dans un mariage sain, le patrimoine se doit d'être partagé. C'est la base de tout. Et d'où tirez-vous cette règle si absolue? C'est le bon sens, voyons. Les conjoints ne font qu'un. Ce qui est à l'un est à l'autre, un point c'est tout, il n'y a pas à discuter. Valentine a jaugé sa belle-mère d'un regard perçant, presque défiant. Dites-moi, Hélène, votre propre logement est-il soumis à ce régime de communauté de biens? La vieille dame s'est soudainement empourprée. Le nôtre? Bah, évidemment que oui. Enfin. Il l'était, oui. Il l'était, a relevé Valentine, feignant la surprise. Nous nous sommes récemment séparés de notre appartement, s'est hâté de préciser Victor, pour venir en aide à sa femme. Nous avons opté pour une location, c'est plus pratique. Pour quelle obscure raison avez-vous bradé votre domicile conjugal? Vous y étiez si bien. Les parents d'Arthur se sont lancés un nouveau regard de détresse absolue. Nous avions envie de changer d'air, de tester un autre voisinage, a bafouillé Hélène, peu convaincante du tout. Et quelle somme avez-vous tiré de cette fameuse transaction? Une somme rondelette, a esquivé le beau-père, en fuyant le regard de sa belle-fille. Valentine sentait intuitivement que ses beaux-parents couvaient un lourd, très lourd secret. C'est alors qu'Arthur a fait irruption dans le salon, portant un grand plateau de thé fumant. De quoi parliez-vous de si bon cœur, s'est-il enquis, le sourire aux lèvres. Nous évoquions la vente de notre appartement avec Valentine, a bredouillé sa mère, mal à l'aise. Ah, parfait, a lancé Arthur, en déposant les tasses sur la table basse en verre. Mes parents aspiraient à une nouvelle vie, d'où la cession de leur ancien nid douillet. Et où avez-vous atterri, si ce n'est pas trop indiscret, a sondé Valentine. Nous louons un modeste 2 pièces en grande banlieue, a grommelé Victor, le nez dans sa tasse. Mais c'est une hérésie financière que de jeter l'argent par les fenêtres dans un loyer à votre âge. Ce n'est qu'une situation transitoire, s'est défendue Hélène, piquée au vif. Sous peu, le fruit de notre vente nous permettra d'acquérir un bien plus adapté à nos besoins. Et pas seulement ça. La belle-mère a décoché un regard appuyé à son fils, lourde de reproches. Arthur s'est engagé à nous donner un sérieux coup de pouce financier. Un coup de pouce, s'est étranglé Valentine. Mais avec quels moyens financiers? Un silence de mort s'est abattu sur le grand salon parisien. On aurait pu entendre une mouche voler. Eh bien, quand votre couple sera l'heureux propriétaire de ce joyau en centre-ville, il suffira de vous délester de votre bien en banlieue. Le bénéfice dégagé vous permettra de nous renvoyer l'ascenseur, a explicité Hélène, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Mais nous n'avons aucunement l'intention d'investir à Paris dans l'immédiat. Quelle erreur tragique,
ma petite Valentine, s'est étranglée la belle-mère, manquant de s'étouffer avec son thé. C'est l'affaire du siècle, il faut foncer les yeux fermés. En quoi est-ce l'affaire du siècle? Vous mettrez la main sur une perle rare dans le triangle d'or, à un tarif défiant toute concurrence. 1 400 000 €, c'est une paille pour ce type de prestation haut de gamme. Dans un an, sa cote explosera à 2 millions, à minima. C'est cousu de fil blanc. Valentine a noté, avec une grande lucidité, que la belle famille abordait cet achat comme si les dés en étaient déjà jetés, comme s'il détenait une information cruciale qui lui échappait totalement. Dites-moi, Hélène, par le plus grand des hasards, n'auriez-vous pas pris la tâche de juriste pour valider ce montage financier audacieux? La belle-mère a vacillé, visiblement déstabilisée par la question. Des juristes? Et dans quel but? Arthur nous a mis en relation avec un expert cette semaine. Un certain maître Grégoire Moreau. Il a laissé entendre que c'était une de vos relations. Ah, maître Moreau, a balbutié Hélène, le visage blême. Oui, c'est un juriste hors pair. Votre amitié remonte à loin? C'est une connaissance récente. Il a supervisé la vente de notre bien immobilier. Tout s'éclaire, a chuchoté Valentine. Une fois le couple parental reparti vers leur banlieue lointaine, Valentine a confronté son époux avec fermeté. Arthur, crache le morceau. Pourquoi tes parents ont-ils bazardé leur logement historique? Je te l'ai déjà expliqué 10 fois, ils avaient des envies d'ailleurs, tout simplement. Sauf qu'ils ont troqué un bon appartement contre un taudis en location. Ça n'a strictement aucun sens logique. Valentine, ça les regarde, point barre. Ce sont leurs affaires. Arthur, tu me mens effrontément, et ça crève les yeux. Le mari a esquissé un rire jaune, très nerveux. Me mentir? Sur quoi? Ils voulaient du changement, ils ont vendu. L'argent est parti dans les honoraires du notaire et les faux frais de déménagement. Il n'y a pas mort d'homme, si. Valentine n'a pas insisté davantage, car elle avait obtenu ce qu'elle voulait, mais le doute n'était plus permis. Les beaux-parents attendaient un retour sur investissement rapide de la part de leur fils, un retour qui n'était possible que sous certaines conditions bien précises, à savoir le pillage de son propre patrimoine. L'explication de texte tant redoutée a eu lieu le dimanche soir. Arthur est rentré à une heure tardive, l'humeur prétendument joviale. Il s'est affalé sur le canapé, tout près de sa femme, et lui a saisi les poignets avec solennité. Valentine, j'ai une déclaration capitale à te faire. Je suis tout oui, je t'écoute. Mon choix est définitivement arrêté. Soit tu consens à acter la copropriété de cet appartement dès cette semaine, soit j'entame une procédure de divorce. Valentine a ancré son regard glacé dans celui de son époux, sans ciller. C'est sérieux? Absolument sérieux. Je suis épuisée de vivre dans l'incertitude. Soit nous devenons les propriétaires légitimes de ce logement, ensemble, soit nous nous séparons pour de bon. Et qu'espères-tu tirer de ce divorce, très exactement? Ma liberté, et la possibilité de recommencer ma vie sur de bonnes bases. Arthur, nous sommes mariés depuis 15 ans. Es-tu réellement prêt à détruire notre famille pour des questions immobilières? Ce n'est pas à cause de l'appartement, c'est parce que tu me manques de confiance. En quoi est-ce un manque de confiance? Ton refus catégorique d'inscrire l'appartement à nos deux noms montre bien que tu me soupçonnes, à tort, de vouloir te spolier. Un rictus moqueur a failli déformer les lèvres de Valentine. Arthur, le cerveau machiavélique d'une arnaque de haut vol, s'arrogeait le droit divin de lui faire la leçon sur la confiance dans un couple. C'était le comble de l'hypocrisie. Fort bien, a-t-elle tranché, la voix posée. Si le divorce est ta décision ultime, je ne m'y opposerai pas. Le visage d'Arthur s'est illuminé, persuadé d'avoir gagné la partie. Cela signifie-t-il que tu acceptes de transférer la propriété de l'appartement? Non, cela signifie que j'accepte le divorce. Le mari est resté scotché, incapable de traiter l'information. Ses mâchoires se sont décrochées. Comment ça, tu acceptes le divorce?
C'est pourtant très simple. Tu veux divorcer? Alors divorçons. Valentine, je ne veux pas divorcer. Je veux juste que tu fasses preuve de bon sens. Arthur, tu m'as toi-même imposé ce choix, la copropriété ou le divorce. J'ai choisi le divorce. Mais pourquoi faire un tel choix? Tout simplement parce que je refuse de partager ma vie avec un homme qui est prêt à sacrifier notre couple pour s'emparer de mon argent. Arthur est resté prostré, muet de stupeur et d'effroi. Il était évident qu'il n'avait jamais envisagé qu'elle puisse le prendre au mot. Valentine, je t'en prie, reparlons en calmement. Il n'y a plus rien à dire, Arthur. Tu as posé tes conditions, j'ai pris ma décision. Dès demain matin, je prends rendez-vous avec un avocat. Dès l'aube du lundi, Valentine a honoré sa promesse et a consulté un avocat. Cependant, elle ne s'est pas tournée vers le fameux maître Grégoire Moreau, mais vers maître Marine Dubois, une avocate dont la réputation féroce n'était plus à faire dans la défense des droits des épouses lors de divorces conflictuels. Votre situation est pour le moins singulière, a constaté l'avocate après avoir écouté le long récit de Valentine. Avez-vous des preuves concrètes démontrant que votre mari prévoyait de vous escroquer? Affirmatif. Valentine lui a soumis les clichés des pages compromettantes du carnet d'Arthur. J'ajoute à cela des témoignages audio de conversations téléphoniques très édifiantes avec ses complices. C'est un dossier en béton armé. Puisque l'appartement parisien est enregistré au nom de votre sœur, votre époux ne touchera pas le moindre centime dessus lors de la séparation. C'est juridiquement inattaquable. Que adviendra-t-il de notre domicile conjugal en banlieue? Celui-ci fera l'objet d'un partage équitable, s'il est avéré qu'il a été financé par les deniers de la communauté matrimoniale, pendant votre mariage. C'est pourtant moi qui ai assumé l'écrasante majorité des charges financières pour cette acquisition. Lui gagnait très peu. Cet argument jouera incontestablement en votre faveur et compliquera les velléités financières de votre mari, sans toutefois vous immuniser totalement contre un partage. En rentrant le soir, Valentine a fait un compte-rendu glacial de son rendez-vous à Arthur. Maître Dubois m'a confirmé que la procédure de divorce prendrait environ 2 à 3 mois. Tu seras exempté de pension alimentaire, vu que nous n'avons pas d'enfants à charge. Quant au patrimoine, il sera liquidé et divisé selon les dispositions légales en vigueur. Arthur est devenu livide, vidé de son sang d'un seul coup. Valentine, on agit dans la précipitation, là. On peut encore remettre les choses à plat et en discuter calmement. C'est beaucoup trop tard, Arthur. La requête est déposée au tribunal. Quelle requête? La requête en divorce pour faute. Dès demain, tu recevras ton assignation officielle par voie d'huissier. Le mari s'est pris la tête à 2 mains, dévasté par la tournure des événements. Valentine, je ne voulais pas en arriver là. Mon seul but, c'était de bâtir un patrimoine commun, pour nous. Et maintenant, on va tout perdre. Cette nuit-là fut une interminable nuit blanche pour Arthur. Valentine percevait le martèlement incessant de ses pas dans le salon, et le murmure fiévreux de ses coups de fil passés à ses parents, puis à maître Moreau. Elle a engagé la procédure, sanglotait-il presque au téléphone. Qu'est-ce que je fais maintenant? L'appartement de Paris est bloqué au nom de la sœur, je n'y ai pas accès. Notre ancienne maison va être scindée en 2. Oui, je sais, c'est un échec total, le plan a foiré. Au petit matin, Arthur a tenté l'impossible pour amadouer sa femme, dans un ultime élan de désespoir. Valentine, je t'en conjure, annulons cette procédure. Je suis prêt à vivre dans l'appartement de ta sœur sans rien exiger en retour, je te le jure. Trop tard, Arthur. Mais pourquoi trop tard? Nous nous aimons. Moi, je n'éprouve aucun amour pour les escrocs. Un escroc? Moi. Mais de quoi parles-tu? Valentine a dégainé son smartphone et lui a flanqué les photos de ses brouillons sous le nez, avec mépris. En cas de divorce, 50%. Peux-tu m'expliquer ce que cela signifie, monsieur l'escroc? Arthur est devenu livide, la bouche ouverte. Où as-tu trouvé ça? En fouillant dans tes petites affaires.
Et ce n'est pas tout. J'ai aussi entendu tes conversations secrètes au téléphone, où tu parlais avec je ne sais qui d'un investissement très lucratif sur mon dos. Valentine, je t'assure que tu te fais des films, tu as tout mal interprété. Au contraire, je vois les choses avec une très grande clarté. Tu ne t'es mariée avec moi que par intérêt, et aujourd'hui, tu cherches à récupérer la moitié de mon patrimoine grâce au divorce. C'est totalement faux. Dans ce cas, donne-moi une explication plausible concernant les notes de ce carnet. Arthur est resté quoi, incapable de formuler un mensonge crédible. Mieux encore, explique-moi pourquoi tu as fait venir chez moi un avocat douteux, qui n'avait qu'un seul mot à la bouche, le partage des biens. Nouveau silence radio, pesant. Et tant que nous y sommes, pourquoi tes chers parents ont-ils vendu leur appartement, en espérant que tu allais leur venir en aide avec mon argent? Comment es-tu au courant pour leur appartement? Ils me l'ont dit eux-mêmes, pardi. Ils m'ont même avoué qu'ils comptaient sur ton soutien financier. Arthur a finalement réalisé qu'il était acculé, pris dans ses propres mensonges. D'accord, a-t-il concédé dans un soupir de résignation. C'est vrai, j'ai espéré obtenir la moitié de l'appartement en cas de divorce, mais c'était uniquement parce que nous y avons investi des fonds communs. Des fonds communs? Mais de quoi tu parles? Tu n'as pas déboursé le moindre centime pour cet achat. J'ai fourni un soutien moral inestimable. Je t'ai accompagné lors des visites, je t'ai conseillé. Arthur, ton aplomb est d'un ridicule sans nom. Et quelle est la suite des événements, maintenant? Nous allons divorcer. Tu récupéreras ta part de notre ancien appartement, et tu t'en iras les mains vides pour le reste. Et que vont devenir mes parents? Le sort de tes parents n'est plus mon problème, Arthur. Le rideau de cette tragicomédie est tombé définitivement un mercredi soir. Valentine, absorbée par la lecture de ses dossiers professionnels dans le salon, a été interrompue par la voix triomphante d'Arthur, en provenance directe de la cuisine. Il était au téléphone, et son ton était radieux, presque extatique. Maman, papa, j'ai des nouvelles extraordinaires. Ma femme, cette pauvre idiote, a fait l'acquisition d'un sublime appartement en plein centre de Paris. Vu que nous sommes encore sous le régime de la communauté, je vais demander le divorce et rafler 50% de la mise. Valentine s'est immobilisée, stupéfaite. Ainsi, Arthur n'avait toujours pas saisi que l'acte de propriété était aux mains d'Océane. Il continuait de se bercer d'illusions, persuadé qu'il allait toucher un pactole inespéré. Oui, tout se passe comme prévu, voire mieux, pérorait le mari, ignorant que sa femme l'écoutait. C'est elle qui a pris l'initiative du divorce en croyant me donner une leçon, mais en fait, elle me sert une fortune sur un plateau d'argent massif. Valentine s'est levée sans un bruit et s'est approchée de la porte de la cuisine, le visage fermé. Maître Moreau m'a confirmé que lors d'un divorce, la loi me garantit la moitié de la valeur du bien. Ça représente la bagatelle de 700 000 €. C'est largement suffisant pour vous sortir de votre location et me permettre de démarrer une nouvelle vie sous le soleil. Oui, maman, promis. Dès que je touche le chèque, je vous trouve un appartement tout neuf, 10 fois mieux que l'ancien. Une colère froide, tranchante comme une lame, a envahi Valentine. Ce parasite, qui vivait à ses crochets depuis des années, osait la traiter d'idiote et célébrait avec ferveur le vol de son propre patrimoine. Pire encore, il promettait d'offrir un toit à ses parents avec l'argent gagné à la sueur de son front. Oui, papa, tout va s'arranger. Notre famille va enfin recevoir la part de bonheur et de richesse qu'elle mérite. Et que mérite donc votre illustre famille, au juste, a lancé Valentine d'un ton glacial, en franchissant le seuil de la cuisine. Arthur a fait volte-face, sursautant violemment. Son visage s'est vidé de son sang. Valentine. Écoute, maman, je te rappelle plus tard, a-t-il bafouillé, en coupant précipitamment la communication. Résumons la situation. Je suis donc l'idiote de service qui t'a acheté un palais parisien? Valentine, tu as écouté aux portes, tu as tout sorti de son contexte. Le contexte est limpide. Tu jubiles à l'idée de divorcer parce que tu as déjà calculé, au centime près, la somme que tu comptes me soutirer.
Mais c'est la loi, Valentine. Ce bien a été acquis pendant notre mariage, la loi stipule que c'est un bien commun. Dis-moi, Arthur, as-tu pris la peine de lire l'acte notarié lors de la signature? L'acte notarié? Quel acte notarié? Le titre de propriété, l'acte de vente officiel. Non, je n'ai pas lu les détails. Et alors? Valentine a tourné les talons, s'est dirigée vers la chambre et a extirpé de son coffre-fort un épais dossier cartonné. De retour dans la cuisine, elle a claqué le certificat de propriété sur la table, juste sous le nez d'Arthur. Lis. Arthur s'est emparé du précieux document et s'est plongé dans la lecture. La confusion a d'abord envahi ses traits, suivie d'une brusque prise de conscience, et enfin, d'une terreur absolue. Propriétaire, Océane Céline Dubois. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? La réalité est très simple. Les murs de cet appartement appartiennent à ma sœur. Je n'en possède pas un seul mètre carré. Mais c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui l'as acheté. J'ai simplement apporté mon expertise lors des visites, en tant que conseillère. Les fonds engagés proviennent directement du compte d'Océane. Du compte d'Océane? Mais elle n'a pas les moyens de se payer ça. Détrompe-toi. Un contrat particulièrement lucratif lui a permis de réaliser ce magnifique investissement immobilier. Arthur relisait la page inlassablement, le regard halluciné, cherchant une faille qui n'existait pas. Ça veut dire que, lors du divorce, je n'aurai le droit à rien sur cet appartement? Absolument rien. Zéro. C'est impossible, c'est illégal. Maître Moreau m'a pourtant certifié que. Maître Moreau basait son raisonnement sur l'hypothèse où le bien serait enregistré à mon nom. Or, ce n'est pas le cas. Il est au nom d'Océane. Ton avocat ne peut rien y faire. Arthur s'est affaissé sur sa chaise, vaincu, le visage enfoui dans ses mains tremblantes. Si tu savais que je n'aurais rien, pourquoi as-tu accepté le divorce si facilement? Pour m'affranchir d'un mari escroc et profiteur, tout simplement. Valentine, c'est de la calomnie, je n'ai jamais voulu t'escroquer. Arrête de mentir, Arthur. Tu as méticuleusement planifié notre séparation et le siphonnage de mon compte en banque pendant plus d'1 mois et demi. Tu as fait entrer un avocat véreux dans ma propre maison pour qu'il te donne la marche à suivre. Tu as promis monts et merveilles à tes parents, en comptant sur l'argent que tu allais me voler. Mon seul but était de mettre notre famille à l'abri du besoin, de nous construire un avenir. De quelle famille parles-tu? Tu avais acté la mort de notre mariage bien avant moi. Le silence s'est fait, lourd et oppressant. Arthur, pris à son propre piège, cherchait désespérément une échappatoire, mais il n'y en avait aucune. Et qu'est-ce qu'il va se passer, maintenant, a-t-il fini par articuler, la voix brisée. Le divorce va suivre son cours normal. La revente de notre appartement de banlieue te rapportera ta petite part, et tu devras t'en contenter. Et mes parents, quel sort leur réserves-tu? La ruine de tes parents est le fruit de votre cupidité commune. Ce n'est plus mon problème. Cette nuit-là fut une répétition du cauchemar précédent pour Arthur. Valentine captait l'écho de ses appels désespérés, tentant de justifier son échec retentissant auprès de ses géniteurs. Le ton est très vite monté. C'est une mauvaise blague? L'acte notarié n'est pas à son nom, s'est époumonée Hélène au bout du fil, hystérique. Tu nous avais pourtant juré sur la tête de ton père qu'elle était l'acheteuse. Maman, je suis tombée dans un guet-apens. Les papiers sont au nom de la sœur, je n'avais rien vu. Et le financement, bon sang? D'où sort l'argent? De la sœur, soi-disant. Elle a touché une prime, ou je ne sais quoi. Arthur, tu es le roi des abrutis. Nous avons bazardé notre bel appartement, englouti toutes nos réserves dans des frais de justice, pour nous retrouver locataires et sans le sou à notre âge. Maman, il doit bien exister un recours légal, on va trouver une solution. Quelle solution, crétin? Maître Moreau a été très clair, sans nom sur l'acte, la messe est dite, c'est mort. Il reste une infime lueur d'espoir,
démontrer devant un tribunal que l'argent vient des comptes de Valentine. Sans pièce justificative ni relevé bancaire à son nom, c'est peine perdue, l'avocat me l'a dit. Les invectives ont volé bas. Les parents fustigeaient la stupidité crasse de leur propre fils, tandis que celui-ci pleurnichait sur son sort, arguant de la sournoiserie de sa femme. Au matin, l'homme a esquissé un ultime plaidoyer, une dernière tentative désespérée de sauver les meubles. Valentine, je te supplie de pardonner mon erreur. Faisons table rase du passé. Je m'engage à vivre dans cet appartement sous tes conditions, sans rien exiger en retour. C'est terminé, Arthur. Tourne la page. Mais pourquoi un tel refus de pardonner? J'ai pris conscience de mon égarement, je te le jure. Tu as surtout pris conscience que ton braquage a fait un flop monumental. La nuance est énorme. Valentine, on a l'opportunité de repartir sur de meilleures bases. Avec un homme qui m'a traité d'idiote au téléphone? Qui jubilait à l'idée de vider mes comptes bancaires? C'est hors de question. Je ne te laisserai plus jamais m'approcher. Arthur, le train est passé. Le divorce sera officialisé d'ici 2 mois. Le calendrier judiciaire fut respecté à la lettre. 2 mois plus tard, la dissolution du mariage était gravée dans le marbre par un juge. Le tribunal a acté la scission de leur ancienne propriété en banlieue à parts strictement égales. La part d'Arthur a été monétisée à hauteur de 150 000 €. Avec ce maigre pécule, il a tout juste pu s'offrir un petit studio défraîchi en lointaine périphérie. Il fut incapable de venir en aide à ses parents, l'argent suffisant à peine à le loger. Hélène et Victor, ruinés par leur propre avarice, sont restés coincés dans leur modeste location. L'argent tiré de la vente de leur cocon douillet s'était volatilisé en honoraires d'avocats hors de prix et en un train de vie dispendieux, financé sur l'espoir vain d'un fabuleux héritage. Confrontés à l'échec cuisant de leur plan machiavélique, les 2 retraités ont été contraints de reprendre des petits emplois pour assumer le paiement de leur loyer. Maître Grégoire Moreau, quant à lui, a encaissé ses copieux honoraires de conseil, mais n'a plus jamais donné signe de vie à la famille d'Arthur. Le fiasco retentissant de cette opération frauduleuse ne méritait pas qu'il compromette sa réputation plus longtemps. Valentine, apaisée, a réintégré son appartement en banlieue. Océane s'est séparée du bien parisien 6 mois plus tard. Les prédictions haussières du marché s'étant réalisées, la revente a généré une très confortable plus-value. Comme convenu dès le départ, une partie de ses bénéfices a été allouée au financement du fameux séjour linguistique de la petite Marie en Angleterre. « As-tu des regrets d'avoir crevé l'abcès ?» lui a demandé Océane, lors d'un repas dominical. « Aucunement », a rétorqué Valentine avec le sourire. L'amertume de la vérité sera toujours préférable à la douceur du mensonge. Le célibat vaut 1000 fois mieux qu'une mascarade conjugale. De fait, Valentine ne ressentait pas la moindre once de regret quant à ce divorce. Certes, ces 15 années d'union s'étaient avérées n'être qu'une monumentale imposture. Certes, elle se retrouvait célibataire à l'aube de ses 42 ans. Certes, la vue de couples épanouis lui arrachait parfois un pincement au cœur. Toutefois, elle avait triomphé d'un prédateur cupide, d'un être vénal qui ne voyait en elle qu'une simple vache à lait, d'un individu prêt à bafouer ses serments pour un chèque, et qui n'hésitait pas à la traiter d'idiote dans son dos. Son activité professionnelle lui offrait un formidable exutoire. Les contrats pleuvaient, ses clients louaient son expertise infaillible, et son aisance financière lui ouvrait les portes des voyages à travers le monde, des passions nouvelles, et lui permettait de soutenir ses neveux et nièces. De temps à autre, le hasard de la vie la mettait nez à nez avec Arthur au détour d'une rue. Le temps n'avait pas épargné l'homme, prématurément vieilli, le teint terreux, l'allure courbée par la lassitude et les regrets. Il officiait toujours dans la même entreprise de plomberie, sans perspective d'évolution, et végétait dans son minuscule studio de banlieue. Ses conquêtes sentimentales ne faisaient jamais long feu, les femmes flairoient bien vite l'opportuniste en quête d'une rente financière plutôt que d'un amour véritable. À chaque rencontre fortuite, il amorçait des tentatives de réconciliation pitoyables, que Valentine balayait d'une politesse glaciale et expéditive. Le chapitre était clos, verrouillé à double tour, et la nostalgie n'y avait pas sa place. Lorsque ses proches l'interrogeaient sur l'éventualité d'un remariage, elle répondait avec un pragmatisme assumé.
C'est tout à fait possible, répondait Valentine, à condition de croiser la route d'un homme qui m'inspirera une confiance absolue. Et à quels critères jugeras-tu cette fameuse confiance? L'équation est enfantine. Ne jamais précipiter d'engagements cruciaux, scruter le comportement de la personne sous différents angles et dans différentes situations, et par-dessus tout, enquêter sur ses agissements lorsqu'elle se croit à l'abri des regards. La leçon avait été douloureuse, certes, mais infiniment salutaire. L'aveuglement amoureux n'aurait plus jamais prise sur elle. Seule la perspicacité et la vigilance dictent désormais ses relations aux autres. L'appartement du centre de Paris trône désormais au panthéon de ses bons souvenirs. Non pas pour la splendeur de sa vue imprenable sur la tour Eiffel, mais pour la prise de conscience brutale de l'imminence de la trahison, et pour l'importance capitale de disposer d'un plan B le jour où l'âme sœur se mue en redoutable prédateur. Mais leur triomphe ne dura qu'un instant, car elle a abattu la carte maîtresse, les actes de propriété. Et ils en sont tombés des nues, car selon les documents officiels, l'appartement était enregistré au nom de sa sœur, et lors du divorce, le misérable mari est reparti les poches vides. Valentine avait orchestré ce montage en secret lors de l'achat, dans le seul but de tester la loyauté de son époux. L'avenir lui a donné raison, ce coup d'éclat lui a permis d'acter la séparation sans l'ombre d'un doute. La désillusion d'avoir partagé sa vie avec un imposteur fut cuisante. Mais elle s'en est sortie, la tête haute. Aujourd'hui, elle avance seule, c'est vrai, mais avec la conscience tranquille, l'esprit libéré, et le cœur profondément apaisé.